C'est tout le nombre de 6, c'est tout. Même 5. Donc, allez à Wenes, Ahmed Ammar, Neji Harout, Mouni, Ivan, c'est tout. Est-ce que vous m'entendez, Ali, Ahmed? Oui, monsieur. Bien sûr. C'est bon. Winnie, Ivan. Oui, j'écoute. Oui, monsieur. Et vous étiez au niveau cours qualité uniquement 5? مش سامع ما مش ماشي. Bien, la semaine prochaine, ce sera un cours présentiel, dans tous les cas. Semaine prochaine et semaine d'après, ce sera les deux séances qui suivent, donc vous entrez en cours présentiel. Bien, on va démarrer.
Bien, la dernière fois, on s'est arrêté à quel niveau, s'il vous plaît? Donc, la dernière fois, on s'est arrêté à quel niveau? Vous êtes avec moi, oui? Oui, oui. On est arrêté à quel niveau la dernière fois? Quelle neutralité de cloud privé, public. Ok. Donc, on était arrêté au niveau modèle de déploiement. Bien. Bien. Donc, on est arrêté au niveau modèle de déploiement. Là, on a exposé un peu les différentes solutions pour déployer nos solutions. Donc là, on a parlé un peu donc là, des machines virtuelles. OK? Donc, on a dit qu'au niveau des machines virtuelles, c'est quoi une machine virtuelle? C'est une ressource qui va consommer, donc ressource logicielle, qui va consommer ce qu'on appelle des ressources matérielles. Ça dit quoi? Donc, je peux créer, par exemple, plusieurs machines virtuelles. Donc, la VM1, VM2, VM3. Mais chaque VM, au niveau de chaque VM, je dois spécifier la capacité de stockage, la capacité ou ce qu'on appelle la limite de la mémoire. Donc, je dois réserver de la mémoire. Et puis, je peux installer des applications au niveau de cette VM. La même chose aussi, au niveau de la VM, je dois installer le système d'exploitation. OK? Mais tout ça, il doit tourner au niveau d'un hyperviseur. OK? Et on a dit que au niveau des machines virtuelles, on est limité par quoi? On est limité par la configuration physique. Donc là, supposons ici au niveau de ce PC-là, on a une mémoire RAM de 64 Go et une unité de stockage individuel, supposons de 1 Tera, ce que vous voulez. Au niveau de cette VM-là, si je veux réserver 32 Go ici, 32 Go ici et 32 Go ici, est-ce que je peux lancer les 3 VM en même temps? Non, non. Non, Pourquoi? Pourquoi? à cause de la RAM. La RAM de la machine, elle est à 64 Go. On ne peut pas posséder trois machines virtuelles de 32, 32, 32. Parfait, extraordinaire. Donc là, puisque la somme des mémoires réservées, c'est 96 Go, OK? Donc là, 32 fois 3, c'est 96. Et puisque la mémoire physique est de 64 Go, donc on n'a pas la possibilité de lancer les 3 machines en même temps. OK? Donc, combien de machines on peut lancer en même temps ici, selon cette configuration? Une seule machine, monsieur. Parfait, une seule machine. Pourquoi? Parce que l'hyperviseur va occuper une partie de la RAM, de l'espace RAM, et le système d'exploitation de l'ordinateur va aussi occuper une partie de l'espace RAM. Parfait. Donc, puisque l'hyperviseur et le système d'exploitation vont être exécutés sur la machine physique,
Donc, ils vont consommer un peu de la RAM, donc, disons, 1 méga, par exemple. OK? Donc là, on va avoir, au niveau de la mémoire disponible, c'est 63 gigas et quelques RAM, quelques mégas de RAM. OK? De fait, on n'a pas la possibilité de lancer 2 machines virtuelles, car les 2 machines virtuelles ont besoin de 64 gigabits. De fait, on a le droit uniquement de lancer qu'une seule machine virtuelle. Okay? Donc, ça, c'est la limitation, disons, au niveau des machines virtuelles. Donc, les machines virtuelles sont limitées par rapport à la configuration physique et aussi au niveau de la réservation de ressources. Okay? Donc, si on a réservé des ressources, donc ces ressources-là vont être allouées à la machine virtuelle. Okay? Donc, on ne peut pas faire ce qu'on appelle un dépassement de la capacité physique. C'est pour cette raison-là, les machines virtuelles de nos jours ont été abandonnées. Okay? Et ils ont été abandonnés pour d'autres types de déploiement de solutions, okay? À savoir ce qu'on appelle la partie dockerisation. Okay? Donc, au niveau de dockerisation, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau Docker? Donc, on peut avoir plusieurs conteneurs. Okay? Donc là, au niveau de chaque application, donc là, tout à l'heure, au niveau des machines virtuelles, on a 3 applications, la machine A, B, application A et B et C. Chaque application, elle est stockée sur une machine virtuelle. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer les applications, chaque application dans un conteneur. Okay? Et comme vous voyez au niveau de ce schéma-là, est-ce que j'ai réservé de la mémoire pour le conteneur 1 et conteneur 2 et conteneur 3? Non. Non, voilà. Donc, ces conteneurs-là, ils vont travailler directement au niveau de la mémoire physique. Donc là, je n'ai pas réservé. Et puisque je n'ai pas réservé, donc je peux exécuter les 3 conteneurs en même temps. OK? C'est-à-dire, je peux exécuter ces 3 conteneurs en même temps si la configuration physique le permet. OK? Et les 3 conteneurs, ils sont régis par un noyau, OK, qui est supporté par le système d'exploitation de la machine physique. Donc, autrement dit, ces conteneurs-là, donc, ce conteneur, il communique à travers un noyau qui, à son tour, communique avec le système d'exploitation physique de la noyau. OK? Et ça, ce qui est de nos jours déployé, donc, au niveau solutions informatiques, OK, essentiellement au niveau des grandes entreprises, on utilise la notion de conteneurs. Même au niveau de nos environnements personnels, okay, que ce soit, par exemple, je prendrai le cas de Windows. Donc, Windows aussi, elle est orientée de nos jours vers la containerisation des applications. C'est-à-dire, chaque application, lorsqu'elle va être lancée, elle va être lancée sous forme, on dit, d'une instance. Okay? Par exemple, là, au niveau de Google Chrome qui se trouve devant vous, j'ai 2 fenêtres. Donc là, au niveau gestionnaire de tâches, on va avoir ce qu'on appelle 2 vont être lancés. Okay? Et chaque process, c'est un conteneur qui contient l'ensemble de l'environnement de travail. C'est-à-dire l'application, les variables, etc. Tous vont être containerisés au niveau d'une seule instance. Okay? Donc, et ces instances-là, ils travaillent nécessairement sur la mémoire RAM physique de notre ordinateur. Okay? Donc, ça, c'est l'orientation au niveau de déploiement. Est-ce que y a-t-il des questions à ce niveau-là, oui ou non? Y a-t-il des questions? Non, non. Non. Parfait. Donc, puis on a vu les différents types d'infrastructures. On a vu les infrastructures sur site, l'infrastructure cloud privé, cloud public et cloud hybride. Et on a vu le edge aussi. Donc là, le cloud de bord, ce qu'on appelle le cloud edge.
Donc là, au niveau déploiement, donc lorsqu'on va déployer nos solutions, on peut déployer nos solutions sur site. Qu'est-ce que ça veut dire sur site? Ça veut dire sur les équipements physiques de notre client. OK? Donc là, c'est la partie sur site. Sinon, on peut déployer notre solution dans une solution cloud privée. OK? Donc là, au niveau d'une seule solution cloud privée, ça veut dire au niveau d'un data center ou au niveau d'une machine virtuelle au niveau de notre client ou au niveau d'un conteneur au niveau de notre client. Et ici, donc là, serverless au niveau du client. Donc là, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure privée de notre client. OK? Donc là, c'est la notion de cloud privé. Donc, on a vu ça. Et on a dit que les utilisateurs, ils peuvent accéder au cloud privé à travers des chaînes ou des tunnels VPN. Donc, de sorte que notre solution, notre infrastructure informatique va être une infrastructure isolée et protégée. Okay? Donc, ça, c'est pas donné. Donc, il y en a quelques sociétés qui ont leur propre cloud privé. Donc, ils investissent côté infrastructure. Sinon, il y en a aussi un type de déploiement, ce qu'on appelle le cloud public. Okay? C'est-à-dire, si ces entreprises-là, ils n'ont pas les moyens, donc ils peuvent déployer leur propre application sur des solutions publiques. Et là, on a vu le nom de vos solutions publiques. Il y en a les solutions de Microsoft, telles que Azure de Microsoft. Il y en a aussi de Amazon, telles que AWS. Il y en a de Salesforce, etc. Donc, on a plein de solutions maintenant cloud public. Déjà, les grandes sociétés, ils se sont investis au niveau infrastructure et pour l'allocation de ces infrastructures. Okay? Donc là, il y en a de nos jours plein de solutions cloud publiques. Maintenant, la partie hybride. Donc, la partie hybride, c'est quoi? Ce n'est que le mix entre le privé et le public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un cloud privé qui est interconnecté avec le cloud public. Et cela dans une stratégie comment dirais-je, de sécurité ou d'extensibilité. Ça veut dire, si au niveau d'une entreprise, elle possède sa propre solution cloud privée, cette solution-là, elle est limitée côté configuration. Donc, pour éviter le débordement, pour éviter le overload, donc au niveau de sa structure, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être interconnectée sur une solution ou une réservation de cloud public, donc pour assurer ce qu'on appelle la partie continuité de service. Okay? Donc là, pour assurer l'élasticité et pour assurer la continuité du service de sa propre solution ou sa propre infrastructure data center. Donc là, une telle architecture, on va l'appeler le cloud hybride. OK? Est-ce que c'est clair ces trois architectures, oui ou non? Oui. C'est clair. Parfait. Le cloud de bord, maintenant, il est orienté essentiellement pour l'IoT. Okay? Donc là, pour la connexion des objets connectés. Donc là, généralement, un cloud de bord, il est connecté à un cloud public. Okay? Et le cloud public, il est connecté à un cloud de bord. Donc là, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver un cloud public qui interconnecte l'ensemble des clouds de bord. Donc là, c'est généralement, on appelle ça le fog computing, qui est utilisé essentiellement pour le domaine de l'IoT. Okay? Mais dans notre contexte, donc, on va s'en dépasser. Mais ça, vous devez le connaître. Il y en a ce qu'on appelle le fog computing ou le cloud de bord. Okay? Voilà, on passe maintenant au niveau création et déploiement, tout ce qui est dockerisation. Donc là, on va vous passer vers la partie Docker et la partie virtualisation des applications. Bien, y a-t-il parmi vous qui connaît un peu c'est quoi un Docker?
Y a-t-il parmi vous qui connaît c'est quoi un Docker? Non? Ce sont les conteneurs, monsieur. Les conteneurs et sa gestion. Conteneur et sa gestion. Oui. Oui, on peut dire cela, oui. Autre définition. Bien, regardez. Docker, c'est quoi le Docker? Déjà, si vous regardez au niveau Google, c'est quoi un Docker? Dès que vous allez écrire Docker, il va vous afficher quoi, Docker? C'est quoi ça? Doc. Hein? C'est quoi cette image? بتاع البرد. Une? نقعه في البرد. C'est comme une baleine. C'est pas une baleine. L'image, c'est un bateau avec des conteneurs à l'intérieur. Bien. Sans les yeux, sans le queue, donc on peut parler d'un bateau. Donc, un Docker, c'est quoi? C'est un bateau. OK? Et pour dire un bateau, c'est une plateforme. OK? Donc, c'est une plateforme qui va contenir des conteneurs. Vous voyez là? Donc, ça, c'est un bateau, c'est une plateforme. OK? Et là, c'est l'ensemble des conteneurs. Ça, c'est l'image d'un conteneur. OK? Ou ce qu'on appelle d'un Docker. OK? Donc, lorsqu'on parle de Docker, on parle d'une plateforme. Okay? Et c'est quoi cette plateforme-là? C'est une plateforme qui nous donne la main de virtualiser des applications. Donc là, comme on va le voir ici, par exemple, juste pour comprendre. Donc, un Docker, c'est quoi? C'est une plateforme permettant de lancer certaines applications dans des conteneurs logiciels. Donc, un Docker, c'est quoi? C'est une plateforme. Donc, où je dis c'est un environnement. OK? Donc, déjà, il y en a dans des définitions qui vous disent que Docker est un outil qui peut impacter une application et ses dépendances dans un conteneur isolé. OK? Donc, si je reviens à notre cours, donc, qu'est-ce que Docker? Donc, le moyen le plus populaire de containeriser une application. OK? Donc, Docker, c'est quoi? Il va containeriser une application. Qu'est-ce que ça veut dire ici, containeriser une application? Donc, qu'est-ce que ça veut dire containeriser? C'est encapsuler, c'est bien ça. Donc, containeriser une application, ça veut dire si encapsuler une application avec son environnement. OK? Donc, en tant que conteneur, donc Docker, donc, et de le déployer en tant que conteneur Docker. OK? Donc, un conteneur, c'est quoi? C'est un moyen d'encapsuler tout ce dont vous avez besoin pour exécuter votre application. Donc, un conteneur, c'est quoi? Donc, un conteneur est un moyen d'encapsuler tout ce dont vous avez besoin pour exécuter votre application. OK? Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle un conteneur. OK? Donc, afin qu'elle puisse être facilement déployée dans une variété d'environnements. Ça veut dire quoi? Votre application va être indépendante de l'environnement. Ça veut dire qu'elle est indépendante de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît?
Ça veut dire peut fonctionner sur Windows, Linux ou Mac, ou bien même au niveau du mobile, sur Android et iOS. Parfait. Plus précisément, supposons je peux avoir un conteneur, okay, d'une application Python. Et au niveau de mon ordinateur, je n'ai pas Python. Ça veut dire que je n'ai pas l'environnement d'exécution Python. Donc, mon application, elle va être autonome. C'est clair, oui ou non? C'est clair. Okay? Donc là, c'est pour cette raison-là, on dit afin qu'elle puisse être facilement déployée dans une variété d'environnements. Comme vous avez dit aussi, donc elle peut être déployée sur un Macintosh, donc elle peut être déployée sur Windows, elle peut être déployée sur Ubuntu, etc. Mais je ne demande pas que l'utilisateur installe l'environnement approprié pour mon application. C'est-à-dire, si au niveau de l'application, j'ai besoin d'un serveur web, je ne demande pas d'installer un serveur web. Donc là, je veux encapsuler tout dans un seul contenu. Okay? Donc, Docker, c'est un moyen de créer et exécuter ce conteneur. Donc, Docker, c'est quoi Docker? C'est un moyen qui nous donne la possibilité de créer et d'exécuter ce qu'on appelle ce conteneur. Ça dit quoi? Je veux faire une analogie avec les machines virtuelles. On ne peut pas parler des machines virtuelles sans parler de l'hyperviseur, n'est-ce pas? Oui. Et la même chose ici, on ne peut pas parler d'un conteneur sans parler de Docker. Okay? Donc, il faut avoir le Docker qui est installé pour que je puisse exécuter les conteneurs. Okay? Mais ici, au niveau Docker, on ne va pas réserver ni mémoire, ni espace de stockage. Okay? Donc là, on va rester libre par rapport à la configuration physique de la machine. C'est pour cette raison-là, on dit que les conteneurs de nos jours sont plus adaptés aux besoins des entreprises par rapport aux machines virtuelles. Car au niveau des machines virtuelles, on devrait déjà définir la configuration par défaut. Okay? Il faut définir la configuration minimale côté RAM, côté espace de stockage, etc. Mais de nos jours, avec les conteneurs, non, on n'est pas obligé de les définir. On peut garder la configuration par défaut de notre ordinateur et les conteneurs vont être exécutés sur l'environnement réel. Okay? Sous le contrôle, ce qu'on appelle de notre hyperviseur qui est le Docker. Okay? C'est notre plateforme. Donc, Docker est un format qui enveloppe un certain nombre de technologies différentes pour créer ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de conteneur. Okay? Donc, les technologies qui sont utilisées, il y en a ce qu'on appelle le namespace, donc l'espace de nom, le groupe de contrôle et le système de fichiers. Okay? Donc, espace de nom, donc ces espaces isolent différentes parties du conteneur en cours d'exécution. Donc là, le namespace, donc ils vont isoler l'ensemble des documents, des fichiers qui sont relatifs à un conteneur. Okay? Cela à travers quoi? À travers ce qu'on appelle un ID de processus. Okay? Donc là, au niveau des noms de space, ça sera l'idée d'un processus. Comme vous le savez, chaque application ou chaque environnement qui va être exécuté au niveau du système d'exploitation, il doit avoir un identifiant. Donc, cet identifiant-là, ce sera l'idée de processus. Donc, le système de fichiers est isolé dans l'espace de nom, mount, et la mise en réseau est isolée dans l'espace de nom de réseau. Okay? Puis, on utilise les notions de groupe de contrôle et on utilise le système de fichiers de l'Union, donc c'est 6 unions FS. Donc, ce sont des systèmes de fichiers qui sont construits couche par couche en combinant les ressources. Okay? Donc, là, autrement dit, Docker, il va utiliser ces trois notions. Okay? Maintenant, c'est quoi une image Docker? Donc, une image Docker,
Donc, avec Docker, je peux créer plusieurs images. Mais une image Docker, c'est quoi? C'est un ensemble de fichiers en lecture seule. OK? Donc là, lorsqu'on parle d'image Docker, on parle de Dockerfile. OK? Donc, c'est quoi un ensemble de fichiers en lecture seule, donc qui n'a pas d'état? Ça dit quoi qui n'a pas d'état? Regardez, lorsque vous écrivez un programme en langage C, est-ce qu'il a un état? Lorsque vous exécutez, vous écrivez un programme en HTML, est-ce qu'il a un état? Non. Non. Donc, on dit c'est du code source. C'est bien ça? Oui. Parfait. Quand est-ce que ce code source-là va avoir un état? Lorsque vous allez le compiler. Voilà. Lorsque vous allez le compiler et lorsque, essentiellement, vous allez générer un bool, lorsque vous allez générer le code binaire, autrement dit, l'exécutable. C'est à partir de cet instant-là, on dit que votre application, elle est en cours d'exécution, ou en mode veille, ou en mode... Donc, elle va avoir des étapes. OK? Donc, c'est pour cette raison-là, on dit une image Docker contient du code source. OK? Donc, des bibliothèques et d'autres dépendances nécessaires à l'exécution d'une application. OK? Donc, autrement dit, une image Docker, c'est un descriptif d'un environnement. Okay? C'est-à-dire, quelles sont les ressources nécessaires, okay, pour exécuter une application. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le script shell, oui ou non? Est-ce que vous connaissez les scripts shell? Est-ce que vous connaissez les commandes bash? Vous y êtes avec moi, oui ou non? Les scripts shell, est-ce que vous connaissez? Oui, بيستعملوا فيه بيستعملوه في اليونكس. Et donc, au niveau Linux, on l'utilise pour quoi faire? Pour exécuter les commandes مثلا نتاع اليونكس نورمالمون يتعداو على الشيل باش يصير لهم الاكزيكيوشن. Parfait. Donc là, au niveau script shell, vous allez donner un ensemble de commandes. Ces commandes-là, vous allez les exécuter par lot. Au lieu que vous-même, vous allez l'exécuter ligne par ligne, commande par commande, vous le écrivez dans un script shell et puis vous allez exécuter le script shell. Donc là, autrement dit, c'est l'automatisation des commandes manuelles. C'est bien ça? Voilà. Donc, le Dockerfile, c'est la même chose. Donc, il y a des commandes. Okay? Ce sont des commandes Docker qu'on va les exécuter une à une pour préparer notre futur environnement ou pour lancer notre application. Okay? Et notre application va être lancée au sein d'un conteneur. Okay? C'est pour cette raison-là, on dit que un conteneur, c'est quoi? C'est une instance d'exécution d'une image Docker. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Oui. OK. Bien. Regardez, au niveau d'un script shell, est-ce qu'on peut créer une instance? Vous savez que ça veut dire une instance avant tout? C'est quoi une instance? La déclaration. Une instance, c'est une déclaration. Une instance, c'est un élément qu'on crée, je sais pas. Oui, c'est un élément qu'on va le créer. Déjà, vous avez manipulé un peu Java, n'est-ce pas?
Oui. Vous faites une distinction entre objet et classe. Oui. Lorsque vous allez définir une classe, est-ce que cette classe-là va réserver de la mémoire? Non. كيف تعمل منها instance. Parfait. C'est-à-dire, lorsque vous allez créer une instance de cette classe-là, vous allez avoir l'objet. Okay? Et c'est l'objet qui va réserver de la mémoire, qui va être exécuté au niveau de la mémoire. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est la même chose avec les Docker files, les images Docker et les conteneurs. Ça veut dire quoi? Une image Docker, c'est un fichier qui est stocké et un conteneur, c'est une instance de cette image-là qui va être exécutée côté mémoire. Mais on peut lancer plusieurs conteneurs autant qu'on peut, selon la capacité de la machine. Okay? Donc, ces conteneurs-là vont être des processus en cours d'exécution. C'est clair, oui ou non? Okay. Je dis, par exemple, une analogie, comme par exemple une image ISO. Par exemple, vous avez un système d'exploitation où vous avez, c'est pas, un environnement .ISO. Donc ça, c'est l'image Docker. Et maintenant, ce ISO-là, vous allez le déployer sur une machine virtuelle. Donc ça, c'est le container. OK? C'est clair, oui ou non? Voilà. Parfait. Bien, on avance. Donc là, on peut avoir autant de conteneurs en cours d'exécution de la même image Docker. Donc, je peux avoir autant de conteneurs d'instances, autrement dit, de même de Dockerfile. Donc, une image Docker est comme une recette. Donc, ça, c'est juste pour rapprocher un peu l'image Docker. C'est la recette pour un gâteau. Et vous pouvez faire autant de gâteaux dans conteneur Docker que vous le souhaitez. OK? Donc, ici, les images Docker peuvent à leur tour être stockées dans des registres. Okay? Et là, on va faire une analogie avec le GitHub. Okay? Donc, le GitHub, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le stockage, n'est-ce pas? Donc là, il fait le stockage des projets. Okay? La même chose au niveau image Docker, on peut le stocker dans des registres, ce qu'on appelle le Docker Hub. Okay? Donc, si vous allez voir ici, par exemple, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et là, vous écrivez Docker Hub. Donc, Docker Hub, c'est quoi Docker Hub? Container Image Library. Vous voyez? Monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y. C'est dans l'image qu'on installe toutes les ressources nécessaires pour faire fonctionner l'application. C'est l'image qui va décrire voilà, l'ensemble des ressources. Parfait.
Allô? Oui, je vous entends. Autre question? Non, c'est bon, c'est bon. Parfait. Donc, juste une minute, je reviens, j'ai un appel téléphonique d'urgence.
Je m'excuse de cette interruption. Bien, on va revenir maintenant. Donc là, on a dit que les images Docker, ils peuvent être enregistrées dans des registres. Donc là, telles que ces plateformes-là, Docker Hub, donc là, il peut enregistrer pas mal des conteneurs, des images de conteneurs. OK? Voilà, donc il y en a, regardez, si je veux entrer sur le site, on appelle le Docker Hub. Je veux explorer. Donc là, les images. Donc, il y en a plusieurs images. Donc, il y en a des gens qui déposent leurs images, qui mettent en public, comme ils peuvent mettre les images sous forme ce qu'on appelle privée. OK? Par exemple, ici, Ubuntu, on peut avoir une image de Ubuntu. On peut avoir une image de Python, Postgres, Redis, etc. Donc, HTTP, Node, Mongo, etc. Donc, MySQL. Donc là, Traffic, etc. Donc, ça veut dire quoi ces images-là? Donc, ce sont des images qui sont déjà prêtes. Donc, vous pouvez les télécharger, OK? Et vous pouvez travailler sur ces images-là. Donc, c'est comme si des points ISO, OK? Des systèmes d'exploitation points ISO, qui sont déjà prêts. Donc, là, un environnement complet. Donc, vous pouvez les télécharger et vous pouvez l'exploiter. Et la même chose aussi, vous pouvez vous-même mettre sur le registre vos propres images. Donc, soit vous allez les partager en public, ou là, ce sera des images privées. OK? Maintenant, au niveau de chaque utilisateur, donc là, chaque utilisateur, on va voir est-ce que il va utiliser une image existante ou une nouvelle image. OK? S'il s'agit d'une image existante, donc on va exécuter les commandes Docker donc pour trouver l'image. Si l'image elle se trouve en local ou si l'image elle se trouve sur le Docker Hub, sur un registre. OK? Donc si elle se trouve sur un registre, donc on va envoyer une requête pour récupérer cette image-là. OK? Et l'exécuter en local. Sinon, on va chercher l'image en local et on va l'exécuter. Là, il y en a deux possibilités. Ou on va créer notre nouvelle image sur laquelle on va travailler. Et cette image-là, on va l'exécuter. Puis, on va, donc là, au niveau de l'image, on va l'exécuter puisque c'est en local. OK? Donc, on va l'exécuter en local et on va voir le résultat. C'est-à-dire la partie containerisation. C'est-à-dire on va créer des conteneurs qui se basent sur notre image. Okay? Donc, ça, c'est le schéma explicatif. Donc, là, je vais mettre toute l'image, si vous voulez. Voilà. Bien, on va avancer. Donc, la création d'un conteneur. Donc, on ne peut pas créer un conteneur sans passer par une image. Donc, un conteneur, il implique de tirer une image. Donc, un conteneur, c'est une instanciation d'une image Docker, okay? Ou un modèle, ou d'un repo, puis de l'utiliser pour créer ce qu'on appelle un conteneur. C'est-à-dire le conteneur, il fait référence à une image. Okay? Voilà, par exemple, un schéma simplifié ou ce qu'on appelle des exécutions simplifiées, donc de travail de création d'un conteneur. Donc, la première étape, on va créer une nouvelle image à l'aide de la commande Docker build. Donc, cette commande-là, Docker build, elle va créer quoi? Une image. OK? Ou tout simplement récupérer une image qui est déjà existante, OK? À l'aide de la commande Docker pull. OK? Donc, si vous allez créer une nouvelle image, c'est la commande Docker build. Sinon, ce sera Docker pull. Donc là, pour récupérer l'image à partir d'un registre. OK?
C'est la même chose que comme le git clone. Donc là, git clone, c'est pour récupérer une image d'un projet qui se trouve sur le GitHub. OK? Est-ce que c'est clair, oui ou non? Oui. Maintenant, pour exécuter un conteneur, ça veut dire pour créer un conteneur, donc on va utiliser la commande docker run. OK? Donc docker run ou docker container create, donc il va nous donner la possibilité d'exécuter un conteneur. Donc, lorsqu'on va exécuter un conteneur, donc le Docker demande notre plateforme, autrement dit, le démon Docker, vérifie s'il possède une copie locale de l'image. Sinon, il va importer une copie de registre. Donc là, pour créer notre nouvelle instance. OK? Voilà. Donc, le démon Docker crée un conteneur basé sur l'image et si Docker Run a été utilisé, se connecte à celui-ci et exécute la commande demande. Okay? Mais lorsqu'on parle de Docker image, c'est un fichier qu'on va l'appeler le Docker file. Okay? Donc là, on ne peut pas créer une image si on n'a pas le Docker file qui contient le descriptif. Ben, on va revenir maintenant, on va définir c'est quoi le Docker file. Y a-t-il des questions au niveau de ce qu'on a déjà vu au niveau de ces 3 étapes-là, 4 étapes? Il y en a 3 étapes essentiellement. Monsieur, Oui. le Docker pull, c'est suivi du lien de l'image. Voilà. D'où on va récupérer l'image. OK. Ça veut dire le repo. Hein. Déjà, au côté TP, on va revenir sur l'ensemble des commandes avec un exemple concret. C'est bon? C'est bon. Bien, parfait. Donc, on avance. Dockerfile. Donc, ça, c'est qui va décrire l'image Docker. OK? Voilà. Donc, Dockerfile, fait pour Docker, il s'agit d'un fichier texte simple nommé Dockerfile. OK? Donc, l'image Docker, elle est décrite sous forme d'un fichier texte. OK? Et là, lorsque je dis un fichier texte, je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un script shell ou d'un script bash. OK? Donc là, Dockerfile, donc c'est un fichier texte nommé qui possède le nom Dockerfile. Il définit les étapes que la commande Docker build doit suivre pour créer une image qui peut ensuite être utilisée pour créer le conteneur cible. Donc, on ne peut pas avoir une image Docker sans pour autant avoir le fichier Dockerfile. شو سكريبت شيل هو دوكر فايل ولا عنده Parfait. Le script shell est Dockerfile. OK? Déjà, on va voir un petit exemple à partir de là. C'est cet exemple-là. Donc, vous pouvez créer un Dockerfile très simple qui crée un conteneur Ubuntu. Donc là, on va créer le Dockerfile qui va nous générer des instances de Ubuntu. Okay? Des conteneurs, on dit Ubuntu. Et lorsque je dis conteneur Ubuntu, ça veut dire ce sont des instances, des machines, entre guillemets, hein, des machines virtuelles Ubuntu. Je ne sais pas si vous m'avez compris ou non. Regardez, on va avancer, vous allez comprendre encore plus.
Donc, vous pouvez créer un Dockerfile très simple qui crée un conteneur Ubuntu. Utilisez la commande cat pour créer ce qu'on appelle un Dockerfile. Puis ajouter from Ubuntu au fichier entrée CTRL-D pour enregistrer, etc. Regardez ici, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, il a créé un fichier qui s'appelle Dockerfile. Et qu'est-ce qu'il a mis dans ce fichier-là, Dockerfile? From Ubuntu.latest. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il va récupérer la dernière version de Ubuntu. OK? Donc, ça, c'est notre script shell. Hein? Le script shell, c'est lui qui va installer la dernière version de Ubuntu, OK? Au niveau de nos futurs conteneurs. Maintenant, une fois qu'on a ce fichier-là, Dockerfile, qui est déjà défini, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant construire notre image. Donc, notre image Docker, elle va être construite à l'aide de quelle commande? C'est le Docker build. Vous y êtes, oui ou non? Oui. Donc là, Docker build, elle va créer ce qu'on appelle l'image Docker. Donc, pour construire l'image, comme indiqué dans l'exemple suivant, donc l'option -t est utilisée pour nommer la construction. Notez que le point à la fin de la commande qui spécifie que l'image doit être construite dans le répertoire courant. Okay? Par exemple, là, on va utiliser le Docker build-help donc pour vous donner un peu les paramètres. Okay? Les paramètres de la commande Docker build. Donc là, l'ensemble des arguments. Regardez ici. Donc ici, vous avez Docker build-t myubuntu.latest. Qu'est-ce que ça veut dire cette commande-là? Qu'est-ce qu'elle va faire cette commande? Générer l'image. Parfait. Cette commande-là, elle va générer une image Docker qui s'appelle myubuntu. Elle ne va pas générer un conteneur, elle va générer l'image. Et lorsqu'elle va générer l'image, qu'est-ce qu'elle va faire cette image-là? Il va récupérer la dernière version de Ubuntu. Donc, au niveau de cette image-là, elle va porter la dernière version de Ubuntu. OK? Donc là, sending build context to Docker daemon. Donc, le taille de ce conteneur de l'image, c'est 983 mégas. Step 1 from Ubuntu 2.latest. OK? Donc, pulling library Ubuntu, etc. Donc, il va récupérer la version de Ubuntu. Puis, il va générer notre image. OK? Maintenant, si je veux déterminer les images que j'ai, donc quelles sont les images que j'ai, ici, on n'a qu'une seule image, n'est-ce pas? Donc là, on va faire Docker image. Donc, entrez la commande Docker image donc, pour voir votre image dans la liste des images sur la machine virtuelle qu'on a déjà au niveau TP. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver Docker image et là, on va trouver My Ubuntu. Donc, ça, c'est l'image qu'on a déjà créée. Okay? Okay? Maintenant, une fois que l'image elle est créée, elle existe l'image. Maintenant, je peux créer des instances de cette image-là. Et ces instances-là vont être définies comme étant des conteneurs. Et je peux définir autant d'instances que je peux, selon essentiellement la capacité de la machine. Okay? Donc, comment je peux créer une instance? C'est à travers la commande Docker run. Okay?
Donc, ici, au niveau de l'instance, on va utiliser la commande Docker run. Donc, pour l'exécuter, donc vous êtes maintenant dans un shell bash intérieur de l'image Docker que vous avez créé. Donc, changer dans le répertoire de base, entrée ls, etc. Ça dit quoi? Lorsqu'on va faire Docker run, il a IT, je vais revenir sur IT. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer un Docker run de quoi? De l'image My Ubuntu. C'est clair, oui ou non? Le IT que vous avez ici, le IT, c'est-à-dire je veux créer un conteneur en mode interactif. Interactive. Ça dit quoi en mode interactif? C'est pas en mode arrière-plan. OK? Donc là, ce sera en mode interactif. Ça dit quoi? Je peux interagir avec mon conteneur. Donc là, il va m'afficher, autrement dit, l'invite de commande pour interagir avec mon conteneur. C'est pas assez clair, oui ou non? Donc là, qu'est-ce que je veux avoir? Là, je veux avoir l'exécution d'un conteneur. OK? Et ce conteneur-là, je peux interagir avec ce conteneur-là. Donc là, je peux faire ls, afficher la liste des répertoires de ce conteneur-là. OK? Je peux entrer sur un répertoire de ce conteneur. Je peux afficher le contenu de ce conteneur et je peux effectuer l'ensemble des traitements. Mais faites attention, ces commandes-là, ils sont exécutées où? Au niveau du conteneur, et non pas au niveau de votre machine locale. OK? Et non pas au niveau de dev as AAC. Monsieur, Oui. C'est maintenant dans ce conteneur qu'on peut installer une application. Voilà. Au niveau de ce conteneur-là, on peut installer notre application. Même, on peut déjà préparer notre application avant d'entrer au niveau conteneur. Car ici, on a pris un exemple simple. Regardez, ici, on a créé le conteneur qui va contenir uniquement du Ubuntu, tout simplement. Ça veut dire au niveau Dockerfile, qu'est-ce qu'on a dit? From Ubuntu, tout simplement. OK? Mais on va voir après, on peut avoir un conteneur qui va contenir l'environnement Python. C'est comme ici, regardez, le Docker Hub. Regardez. Donc, je peux avoir un conteneur qui va avoir, par exemple, regardez ici. MySQL, par exemple. Je peux avoir un conteneur qui va contenir Mongo. OK? Mongo Document Database provide high availability and easy scalability. OK? Donc, ça sera une image de Mongo au niveau d'un conteneur. Monsieur? Par exemple, ici, je peux avoir de Node.js, l'environnement Node.js. Oui. On peut avoir aussi un Docker qui contient peut-être Node.js et MySQL, deux choses à la fois. Oui. C'est possible. OK? Mais tout ça, il doit être défini au niveau de Dockerfile. Ça veut dire lors de la création de notre fichier Dockerfile. OK? Donc, le Dockerfile, il va spécifier quelle sera la structure, quel sera le contenu de nos futurs conteneurs.
Okay? Regardez ici, par exemple. Je vais avancer au niveau du cours. Donc là, par exemple, ici, on va voir l'anatomie d'un Dockerfile. Regardez ici, par exemple. Ce fichier-là, Dockerfile, il est composé de quoi? De 6 lignes. Donc là, on a from Python, workdir /home /ubuntu, copy.sample-a.py, espace home ubuntu. Run pipe install flask, cmd python home ubuntu sample-a.py, expose 80-80. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un script. Et ce script-là, il va nous préparer notre image Docker, à partir de laquelle on va créer des instances ou des conteneurs. Okay? Par exemple, ici, le from Python. Ça dit quoi? La commande from installe Python dans l'image Docker. Donc, dans notre future image, on va avoir l'environnement Python qui est déjà installé. Mais Python, il est installé avec quoi? Avec la version Debian Linux. Donc, on va avoir le système Debian Linux et sur lequel on va avoir l'environnement de programmation Python qui est installé. Okay? Regardez ici, car au niveau de Docker Hub, lorsque vous avez Python, donc ça, c'est une image qui est déjà prête. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous allez avoir? Python is Interpreted Interactive Object Oriented Open Source Programming Language. Okay? Donc ça, c'est la version qu'on va le télécharger à partir de notre repo. Okay? Déjà, il vous donne une documentation comment vous allez utiliser cette image. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous allez utiliser from Python 2.3, c'est la version 3. Workdir, etc. Copy requirement context, run, pipe, install, et ainsi de suite. Donc là, cela, vous allez le copier dans votre Dockerfile. OK? Pour préparer cette instance-là d'une machine Python. OK? OK. Bien. Maintenant, lorsque je dis la commande workdir, donc c'est une commande workdir, c'est une commande Docker. Hein? C'est une commande Docker. Donc le workdir indique à Docker d'utiliser /home /ubuntu. Donc là, notre répertoire de travail va être /home /ubuntu. Donc comme répertoire de travail, okay? Le fichier étoile, donc la commande workdir indique que Docker utilise /home comme répertoire de travail. Okay? La commande copy indique à Docker de copier le fichier sample-app.py du répertoire courant de Dockerfile dans /home /ubuntu. Vous voyez ici? Donc le copy, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va copier le fichier qui s'appelle sample-app.py de notre répertoire en cours vers le répertoire home /ubuntu, donc au niveau de notre conteneur ou notre image Docker. OK? Donc ça, c'est une instruction. Puis qu'est-ce qu'il va faire ici? Donc là, la quatrième commande, il va installer Flask. Donc il va installer Flask sur quoi? Sur notre image Docker. OK? Donc la commande run vous permet d'exécuter directement des commandes sur le
le conteneur. OK? Donc, dans cet exemple, Flask est installé. Flask est une plateforme pour soutenir votre application en tant qu'application web. Donc, Flask, c'est un serveur web côté Python. OK? Donc là, lorsqu'on va créer un conteneur, on va créer une instance de serveur Flask au niveau de notre conteneur. OK? Donc, tout ça, il est annoncé au niveau de Dockerfile. OK? La commande CMD démarrera le serveur lorsque vous lancerez le conteneur proprement dit. Ça dit quoi? La commande CMD, celle-là, donc elle va lancer ce qu'on appelle notre serveur, donc Python, etc. Et elle va exécuter le script simple-app.py. Okay? Donc la commande CMD donc, démarrera le serveur et elle va exécuter notre script sur le serveur. Par contre, la commande expose, qu'est-ce qu'elle va faire la commande expose? Donc, indique à Docker que vous souhaitez exposer le port 8080. C'est-à-dire quoi? On va ouvrir le port 8080 sur notre conteneur. Donc là, le port 8080 va être un port sous écoute. Okay? Notez qu'il s'agit du port sur lequel Flask écoute. Si vous avez configuré votre serveur web pour écouter ailleurs, donc par exemple les requêtes HTTPS sur le port 443, donc là, il faut faire expose 443. Mais vous devez effectuer la configuration des certificats de sécurité. OK? Voilà, donc ça, c'est un exemple d'un petit script, okay, pour créer une image Docker, okay, qui est spécifiée au niveau de Dockerfile. Maintenant, une fois qu'on a défini le Dockerfile, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le Docker build. Donc là, pour créer notre image. Donc là, on a fait Docker build, -t. Et là, notre image, ça s'appelle sample-app-image, qu'on va le stocker dans le répertoire en cours. Et dès que vous allez faire le build, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter commande par commande. Regardez ici, au niveau Dockerfile, vous avez appelé from Python, donc il va installer Python. Voilà. Puis, il va définir le répertoire par défaut. Puis, il va copier votre fichier sample-app.py dans le répertoire Ubuntu de /o. Okay? Puis, il va installer Flask. Okay? Puis, il va débarrer le serveur. Okay? Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exposer votre serveur. Donc, votre serveur, il sera c'est pas en exécution, mais il est déjà exposé. Donc, quand est-ce que le serveur va être fonctionnel? Si on va faire le Docker Run. Okay? Maintenant, au niveau des commandes, ce qu'on a vu, c'est un exemple un échantillon de commandes from, expose, run, copy, mais il y en a beaucoup de commandes. Okay? Donc là, une liste qui n'est pas exhaustive, les voilà ici. Donc, vous avez le from, le maintainer, le run, le CMD, l'expose, le env, le copy, le entry point, le volume, user, workdir, arc, onBuild, etc. Il y en a plusieurs commandes. Donc, on peut l'insérer au niveau Docker. Et chaque commande, elle a ses propres spécificités. Bien. Maintenant, si on va faire le Docker image, donc là, on va trouver ce qu'on appelle le sample-app-image qu'on vient de l'écrire. Donc, c'est cette commande-là qui nous a créé l'image. C'est celle-là. C'est le Docker build-t, donc là, qui nous a donné l'image. OK? Une fois que l'image est créée, maintenant, on peut, comment dirais-je, exécuter ou générer un conteneur. OK? Donc, pour générer un conteneur, c'est la commande Docker Run. OK? Donc, Docker Run, donc je veux exécuter quoi? Je veux exécuter une image que j'ai déjà définie. OK? Mais vous avez les paramètres, il y en a pas mal d'autres paramètres. Ça c'est à titre
simplifié. Donc, lorsque vous dites le -d, donc est abrégé pour détachement. C'est pas comme tout à l'heure, on a fait le interactive, le IT. Ça veut dire que je peux interagir avec le conteneur. Okay? Mais ici, ça veut dire en arrière-plan. Donc, indique que vous voulez l'exécuter en arrière-plan. Et le paramètre TLP indique à Docker de le publier sur le port que vous avez exposé. Donc là, le TLP, ça veut dire ça devient public. Donc là, n'importe qui peut accéder sur ce conteneur-là qui est un serveur web. Okay? Maintenant, Docker PS. Donc, c'est quoi le Docker PS? Il va vous afficher l'ensemble des conteneurs en cours d'exécution. Okay? Donc, là, on peut voir donc, le conteneur en lisant les processus donc là, qui sont en cours d'exécution. Okay? Et même, il vous donne la durée de vie de chaque processus. Okay? Et là, vous voyez ici, c'est le numéro de port interne. Et là, c'est le numéro de port qui est exposé. Donc, c'est une redirection. Okay? Maintenant, regardez, par exemple, on peut appeler notre conteneur, notre serveur, de la manière suivante. Donc, les URL localhost 2.32.774. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? On va appeler notre serveur, okay, qui contient le serveur web et qui contient ce qu'on appelle ce script. Et le script, lorsqu'il va être exécuté, il va nous afficher notre adresse IP. Donc, il va nous dire « You are calling me from 172.17.01 ». Donc, ça, c'est le contenu de quel fichier? Le contenu du fichier Python. Donc là, le simple, ce fichier-là. Donc, c'est le fichier qui s'appelle simple. Comment? monsieur, je suis différent. Ah, le port exposé, ça veut dire pour les clients, c'est le port 80-80. Mais au niveau de la machine interne, c'est le port, c'est un port interne. C'est un port interne. Déjà, il y en a une redirection, voilà. Vous voyez ici, ça c'est le port interne. Et ça c'est le port qui est exposé. Pour dire sur le protocole HTTP. ركيت تجي الماشين اللي فيها الكونتينر يخدم تجي على البور هذاك باش تعدى ال 88 تاع الكونتينر يعطيك الصحة. va être redirigé vers 32.774. OK? D'autres questions? Oui, monsieur. Le Dockerfile, c'est un fichier shell. C'est un fichier texte, c'est pas un fichier shell. OK. Je vous dis, c'est la même chose qu'un fichier shell, mais c'est un fichier texte. C'est un fichier texte qui s'appelle Dockerfile. Hein? Donc ça, c'est un fichier texte hein, qui contient le script de création de l'image Docker. C'est-à-dire l'ensemble des étapes à suivre pour générer notre image Docker. Donc là, on ne peut pas générer un conteneur si on n'a pas l'image Docker. Et on ne peut pas avoir l'image Docker si on n'a pas le fichier Dockerfile. Vous voyez la relation? Donc, il faut avoir le Dockerfile, puis l'image Docker. Et à partir de l'image Docker, on peut créer plusieurs conteneurs. C'est bon? C'est bon. Parfait. Voilà, donc ça, c'est le démarrage d'un conteneur localement.
Donc, on peut arrêter un Docker avec la commande Docker stop. Donc, la synchronisation, on va le voir, ça c'est au niveau TP. Voilà. Donc là, la prochaine fois, donc côté TP, on va faire un petit exemple d'application web dans un conteneur Docker. Okay? Donc là, on va générer une application web. Donc, on va stocker cette application web sur le GitHub. Okay? Puis, on va générer un conteneur, okay, qui se base sur cette application-là qui se trouve sur le GitHub. Et on va passer après vers l'automatisation, ce qu'on appelle le Continuous Integration, Continuous Development. Et là, on va voir comment on va assurer l'automatisation. Votre projet se trouve sur le GitHub. Puis, on va faire la phase de test automatique. Puis, on va faire la partie déploiement sur un conteneur d'une manière automatique, etc., avec l'outil, ce qu'on appelle Jenkins. OK? Donc là, ce qu'on va le voir dorénavant, c'est la partie essentielle au niveau DevOps. Donc, tout ce qu'on est en train de le voir, c'est la partie préparative. OK? Mais l'automatisation, ça commencerait avec la partie Jenkins. C'est clair, oui ou non? C'est clair. Donc, avec la partie pratique, donc avec le TP, tout ça va être clarifié, car c'est un TP qui est trop détaillé. Donc, il y en a beaucoup de détails. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions aujourd'hui, donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Merci. Bon. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonne fin de journée. On se retrouve, Inch'Allah, la séance prochaine. Avant de quitter, pour la semaine prochaine, je vous ai dit, non? La semaine prochaine et la semaine d'après, ça sera présentiel. Présentiel à partir de 14h45. Normalement, vous allez avoir un communiqué auprès de l'administration. OK. OK. Bonne fin de journée et bonne nuit.